Bienvenue à vous encore une fois, bonne année. C'est le deuxième jour où nous nous retrouvons donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Luc Châtel, bonjour, vous êtes vice-président de l'UMP. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous n'avez pas interdit Dieudonné, qui fondamentalement proférait exactement le même type de discours il y a maintenant quelques années? Je crois que c'est un sujet très compliqué. Il faut évidemment être très ferme sur les principes, les valeurs républicaines. Nous l'avons été, le gouvernement actuel l'est. Et je pense qu'il faut être intransigeant. Donc là, vous soutenez. Quand Valls dit que c'est un petit entrepreneur de la haine, vous êtes d'accord avec lui? Mais bien sûr, les propos tenus par Dieudonné, vous avez raison, depuis des années, sont insupportables. La vérité, c'est que Dieudonné a été condamné à 7 reprises. Ce qui me surprend, c'est que manifestement, il n'a pas exécuté ses peines. Et que je crois qu'il y a 70 000 euros que les services de Bercy lui réclament. Donc je trouve un peu curieux que vous, moi, lorsque nous avons une contravention sur la voie publique, eh bien, on exige le règlement de cette contravention, et que pour M. Dieudonné, on n'arrive pas à lui faire régler. Vous voulez dire quoi, Bercy, depuis 1 an et demi c'est pas depuis 1 an et demi, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais manifestement, il y a une faille dans le système qui fait que Dieudonné contourne. Mais pourquoi vous ne l'avez pas interdit, vous, quand vous étiez au pouvoir? Parce que Dieudonné, ça fait des années qu'il raconte la même chose. Et ça fait des années. Vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, on ne l'a pas fait, ils l'ont fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être ferme sur les valeurs. Vous avez quand même le Premier ministre qui en parle, le ministre de l'Intérieur qui en parle, le ministre de la Culture qui en parle, la garde des Sceaux qui en parle. Ma confidence, Guillaume Durand. Allons-y. Parlons-en un peu moins, agissons un peu plus. Voilà. C'est-à-dire, soyons fermes. La circulaire, très bien. Les interdictions, très bien. Le respect de la règle, très bien. Mais arrêtons de faire un peu de publicité à ce provocateur hors norme. Est-ce que vous sous-entendez par là qu'il y aura une sorte d'opération politique ou d'enfumage? Je ne préfère ne pas évoquer cela. Ça veut dire que dans vos yeux, je vois qu'il y a des sous-entendus que vous ne voulez pas exprimer à l'antenne. Mais c'est pas que je ne veux pas l'exprimer à l'antenne, c'est que je ne veux pas tomber dans la polémique. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur n'a pas comme unique sujet l'affaire Dieudonné. Quand vous avez le numéro 3 de la gendarmerie nationale, qui, à l'Assemblée nationale, nous explique que la gendarmerie considère que les Français ne sont pas en sécurité, ça, c'est un vrai sujet de fond. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter, il faut naturellement lutter contre l'antisémitisme. Donc vous êtes en train de me dire que l'affaire Dieudonné est une diversion? Ce que je dis, c'est que le gouvernement ne doit pas s'enfermer dans la provocation de Dieudonné. Voilà. Monsieur Dieudonné est un professionnel de la provocation et de la publicité. Mais du coup, il nous emmène tous, parce que par exemple, imaginez le préfet prend une décision cet après-midi. Et après, on arrêtera sur Dieudonné. Mais le préfet prend une décision cet après-midi. Il interdit. Si le tribunal administratif le rétablit dans ses droits, parce que c'est ce qui s'est passé depuis maintenant des années, on est tous promenés dans cette affaire-là. Ah, comme vous dites, Dieudonné nous emmène tous. Ça fait 4 minutes que je suis sur ce plateau. On a le temps, on va aborder les autres sujets. Non, mais c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Écoutez, il y a une loi. Moi, j'attends que le garde des Sceaux soit extrêmement ferme dans l'application de la loi vis-à-vis de sa politique pénale. C'est comme ça qu'on pourra... Aujourd'hui, Dieudonné enfreint la loi. Donc faisons appliquer la loi. Mettons en place des circulaires, très bien. Mais on n'est pas obligé de répondre à ces provocations et à faire la une des médias depuis 15 jours. Il y a peut-être d'autres sujets que l'affaire Dieudonné depuis 15 jours pour les Français. Est-ce que vous avez le sentiment que l'UMP a encore un programme à partir du moment où le président de la République pour les vœux, c'est la première fois que vous parlez de ce sujet d'ailleurs, c'est un peu votre entrée politique ce matin, parle de baisse des charges, de simplification administrative et même d'utilisation des ordonnances qui était le grand dada de l'UMP dont vous êtes le vice-président? Alors c'est vrai que sur le papier, je me suis posé la question, en me disant finalement on reproche à l'UMP depuis 1 an et demi de ne pas être audible. Aurait-elle été audible auprès du président de la République? Et si nous avions pu infuser l'idéologie du président de la République, sans doute aurait été au moins une satisfaction de notre formation politique. La vérité, c'est que François Hollande est un adepte de la rupture. La rupture entre les actes et les discours. Dans son discours du 31 décembre, François Hollande a promis pour 2014 moins d'impôts, moins de charges, moins de dépenses publiques. On dirait l'UMP. En 2013, son gouvernement a mis en place plus d'impôts, plus de charges, plus de dépenses publiques. Comment voulez-vous être crédible? Moi, j'adhère au discours, naturellement. Mais tous les jours, ce gouvernement est en contradiction avec ce discours. J'entendais tout à l'heure... Est-ce que vous considérez que c'est un bluff? Parce que la question, c'est de savoir si finalement vous vous dites aujourd'hui, il nous a écoutés, c'est une bonne chose pour la France, ou au contraire, en gros, c'est un menteur, c'est un bluff, et tout ça ne sera pas exécuté. J'aimerais qu'il nous ait écoutés. J'ai encore entendu ce matin le ministre de l'économie
nous expliquait qu'il fallait relancer l'investissement dans notre pays. Mais il serait temps. Ça fait 20 mois que ce gouvernement tape sur la tête des entreprises et détourne tous les investisseurs de notre pays. Lorsque vous prenez la décision saugrenue d'aligner la fiscalité du capital sur celle du travail, lorsque vous tensez les entrepreneurs, lorsque vous mettez en place une fiscalité confiscatoire, eh bien, vous tuez l'investissement. Le gouvernement se rend compte qu'il tue l'investissement, et maintenant il nous explique qu'il faut faire un pacte de croissance avec les entreprises pour relancer l'investissement. Mais Luc Châtel, vous êtes tous au fin naïf. Vous avez des vœux. Et visiblement, quand même, vous avez été un peu pris de court par ces vœux. Et maintenant, vous avez une tournée en France du président. On est en pleine campagne électorale. Non, mais qu'on soit en campagne électorale, c'est une chose. Je n'ai pas le sentiment que les Français aient été très convaincus par le discours du président de la République. D'ailleurs, regardez les enquêtes d'opinion. C'est l'intervention télévisée du président de la République qui est jugée le moins crédible par les Français. Donc, ça veut bien dire qu'il y a un problème. Ça veut bien dire qu'il y a un hiatus entre ses paroles et ses actes. Donc oui, le discours nous interpelle parce que nous prônons la baisse des dépenses, la baisse des impôts depuis 18 mois. Simplement, les actes sont en contradiction quotidienne avec cela. Oui, sauf s'ils changent. Bah, écoutez, dans l'histoire de la gauche, tout venait. Oui. Non, mais attendez. Oui, la différence, on connaît vous. Non, d'accord, mais vous et moi, on connaît quand même l'histoire de la Ve République. Oui, mais vous vous souvenez de la pause fiscale? Moi, j'ai entendu le président de la République en septembre 2012 nous parler de pause fiscale. Ensuite, il a fait voter par son gouvernement, par sa majorité parlementaire, une augmentation record d'impôts. Il nous a fait le coup à plusieurs reprises. Donc, malheureusement, François Hollande n'est plus crédible pour ça. Nous jugerons dorénavant sur les actes, pas sur les paroles, pas sur les discours. Mais est-ce que vous n'êtes pas quand même ce matin dans une situation d'un vice-président de l'UMP qui n'a plus de programme officiel, quoi? Parce que le programme... Non, vous savez, nous sommes clairs sur nos idées. Vous êtes fait avoir. Non, on ne s'est pas fait avoir, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Moi, si demain, le président de la République propose une baisse de la dépense publique, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il fait. Regardez l'exécution du budget 2013. Il y a une augmentation de la dépense publique par rapport à 2012. C'est-à-dire le contraire de ce que nous a expliqué, y compris le ministre de budget, au mois de décembre dernier, il y a même pas un mois. Donc nous avons une augmentation. Donc il fait le contraire de ce qu'il dit. Si le président de la République, si son gouvernement nous propose des baisses sensées de la dépense publique, s'il nous propose une amélioration de la compétitivité, mais nous l'accompagnerons. Moi, par exemple, j'étais favorable au principe du pacte de compétitivité, de l'accord interprofessionnel entre les entreprises. Donc, si vous voulez, nous devons être dans une opposition constructive. Mais permettez-moi, nous sommes un peu échaudés par le comportement de M. Hollande depuis 18 mois. Quand le président du Conseil constitutionnel considère alors je simplifie, Jean-Louis Debré considère, et il s'est adressé à François Hollande, qu'une grande partie des lois sont bricolées. Vous le soutenez dans cette affaire-là? Je pense que nous légiférons mal. Voilà. Je pense que d'abord, nous passons trop de temps à légiférer, pas assez de temps sur l'autre partie de notre mission, qui est le contrôle du gouvernement. Tout simplement parce que nous n'avons pas assez de moyens d'exécution de cette deuxième mission. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a la tentation ultime du parlementaire qui est de se dire « je veux accrocher mon nom à tel amendement, à telle proposition de loi ou à telle loi ». C'est un mal français, ça fait des années que ça dure. Oui, c'est un mal français et c'est un mal qui doit nous interpeller. C'est pour ça qu'à l'UMP, nous avons dans notre programme une volonté de simplification. Mais c'est ce qu'il a dit, simplification administrative. Oui, dont acte. Moi, j'attends les résultats. D'accord. Charles Becbédé, vous attendez quoi? Qu'il fasse perdre NKM? Écoutez, moi, j'attends rien de Charles Becbédé. Je constate que Charles Becbédé a décidé, pour l'instant, de faire dissidence. Je le regrette, parce que, si vous voulez, il n'y a pas de chance de prendre Paris, comme il n'y a pas de chance de gagner des villes importantes sans unité. Voilà. Donc l'unité, elle doit se faire, oui, dans la diversité, et c'est ce que Nathalie Kosciusko-Morizet cherche à faire avec un rassemblement avec l'UDI, avec une partie du MoDem. Donc c'est ça qui est en place. Donc il n'y a aucun soutien, puisque vous êtes vice-président de l'UMP, qui serait apporté en sous-main à Charles Becbédé dans cette affaire. Non seulement il n'y a aucun soutien, mais il y a condamnation de toute dissidence partout en France, y compris à Paris. Bien sûr, nous soutenons Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous savez, il y a une chance historique de reprendre Paris. C'est difficile, parce qu'il y a un mode de scrutin à Paris, vous le savez, qui fait que, en gros, pour que la droite puisse gagner la ville de Paris, il faut qu'elle ait, en gros, 52% des suffrages, ce qui est un peu curieux en démocratie. Voilà. Donc c'est arrivé par le passé. D'ailleurs, souvenez-vous que des maires de Paris, Bertrand Delanoë la première fois, ou des maires de Marseille, Gaston Defferre, soient élus avec moins de voix que leur adversaire. Voilà, ça c'est le scrutin, le fameux scrutin PLM. Donc c'est vrai que c'est plus difficile
pour la droite qui doit mobiliser davantage pour obtenir la victoire à la mairie. Mais en tout cas, la condition de la victoire, c'est bien sûr une bonne candidate, nous l'avons, un bon programme, elle l'a élaboré, mais c'est l'unité, le rassemblement. Est-ce que vous considérez, puisque en fait il y aura une lecture des municipales qui reposera essentiellement sur les grandes villes, même si il pourrait y avoir un basculement des villes de moindre importance, mais enfin si Anne Hidalgo garde Paris et si Menucci, qui vient de faire une liste d'unité avec les Verts à Marseille, l'emporte à Marseille, ce sera très compliqué pour vous de sanctionner le gouvernement. Il y a un précédent qui était 2001. C'est-à-dire qu'en 2001, nous avons gagné les élections municipales. C'était Lionel Jospin qui était au gouvernement. Mais c'est vrai que comme nous avions perdu Paris et Marseille, le prisme médiatique avait un peu déformé tout cela. La vérité, c'est que Paris reste ouvert. Moi, je suis confiant à Marseille parce que Jean-Claude Gaudin, d'abord, est un bon maire. Ensuite, il y a quand même un rapport de force qui fait qu'il y a une décrédibilisation des socialistes et des soutiens au gouvernement. Donc, je suis confiant dans Marseille. Voilà. Simplement, les municipales, ça ne se jouera pas uniquement à Paris et Marseille. Ça se joue dans l'ensemble des communes. Et ce que nous observerons le soir des résultats, c'est ce qui va se passer dans toutes les communes de plus de 9000 habitants. Qui sont détenues actuellement à 54% par la gauche. Absolument. Et c'est là que nous verrons les progressions de notre formation politique. Merci Luc Châtel. Je rappelle que vous êtes président de l'UMP. Bonne journée à vous, évidemment. LCI, on retrouve le direct, évidemment, avec Magali, avec Christophe et ici Sophie Paolini dans un instant.